Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je suis à Londres et je vais donc vous faire une interview de Anwar Mafi, Arnaud Mafi, de l'association, l'ONG Cage Prisoners. Je suis dans leurs locaux aujourd'hui et donc Arnaud est avec moi. Anwar également. Assalamu alaikum Arnaud. Alaykoum salam wa rahmatullah. Arnaud, est-ce que tu peux me présenter, Anwar, est-ce que tu peux me présenter l'ONG Cage Prisoners? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad. Donc Cage Prisoners, en fait, c'est une organisation qui s'est créée au lendemain des événements du 11 septembre, quelques années plus tard, lorsque des activistes musulmans se sont rendus compte que des citoyens britanniques étaient emprisonnés à Guantanamo sans procès, sans accusation. Et parallèlement, ils se sont aussi rendus compte que des citoyens britanniques ici, en Angleterre, étaient aussi arrêtés et détenus sans procès et sans accusation, sous la vague accusation de terrorisme, justement. Donc en réaction à ça, ils se sont rendus compte qu'il y avait des similitudes entre le traitement de musulmans à Guantanamo et le traitement de musulmans. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns, s'il te plaît? Moazzam Begg, par exemple, qui est aujourd'hui notre directeur, il est un ancien détenu de Guantanamo. Il était détenu avant ça à Bagram, prison tristement célèbre d'Afghanistan. Par la suite, il a été transféré à Guantanamo et relâché sans excuse, sans explication. Et en Angleterre, vous avez le cas, par exemple, de Babar Ahmed, qui est un citoyen britannique né en Grande-Bretagne, qui a été arrêté en 2003, qui a été relâché puisqu'il n'y avait aucune preuve contre lui, mais qui a été réarrêté quelques mois plus tard à la demande des autorités américaines. Et jusqu'à aujourd'hui, 8 ans plus tard, il est encore en train de se battre pour ne pas être extradé vers les États-Unis. Donc voyant toutes ces injustices faites au nom de la lutte antiterroriste contre les musulmans. Vous travaillez actuellement sur combien de cas, par exemple? On a à peu près 130 cas, mais c'est une fraction de tout ce qu'il y a. C'est une fraction des cas en Angleterre, c'est une fraction des cas en Europe, c'est une fraction des cas dans le monde. Les cas, on parle de milliers de cas, de milliers d'affaires. Donc, voyant toutes ces injustices, des activistes musulmans ont tenté justement de s'adresser à différentes organisations pour avoir de l'aide, pour avoir des gens qui vont faire campagne sur ces sujets. Mais ils sont trouvés porte close en fait. Donc ils se sont dit on doit le faire nous-mêmes. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont créé Cage Prisoners. Au début c'était simplement un site internet qui donnait des nouvelles des détenus un peu partout dans le monde, que ce soit à Guantanamo, que ce soit ici en Grande-Bretagne, que ce soit dans les prisons secrètes. Et peu à peu on s'est organisé et on est devenu une ONG à proprement parler. Et aujourd'hui on essaie de faire campagne sur les tristes conséquences de ce qu'ils appellent la guerre contre la terreur, c'est-à-dire la criminalisation des musulmans, leur emprisonnement sans procès ou leur emprisonnement sur la base de lois qui sont injustes et qui bafouent les principes mêmes que les pays européens ou les pays dits démocratiques se sont posés pour eux-mêmes. Et tout ça au nom, encore une fois, de la lutte antiterroriste. D'accord. Et ça, c'est votre travail que vous faites en Grande-Bretagne. Est-ce que tu peux nous parler de la situation française concernant les prisonniers politiques musulmans? En France, il faut savoir que la plupart des musulmans qui sont arrêtés et condamnés pour des suspicions de terrorisme le sont sur la base d'une loi qui est l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. L'association de malfaiteurs il y a différentes appellations au cours des années. Mais d'une manière très simple, en fait, c'est une loi qui permet d'emprisonner des musulmans sans le besoin de prouver qu'ils étaient en fait en train de préparer un attentat. Donc c'est à la fois très... Et c'est une loi qui est dénoncée par les avocats, une loi qui est dénoncée par les gens qui se soucient des droits de l'homme.
par un peu tout le monde, sauf par la classe politique et par ceux qui en tirent profit. Donc c'est sur cette base-là que les musulmans accusés de terrorisme sont emprisonnés en France. Et en fait, malheureusement, les musulmans et la population française en général ce n'est pas beaucoup soucié de cette loi. Et pourtant, c'est une loi qui est problématique. Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se sont fait condamner pour ça? Énormément. Par exemple? Vous avez par exemple, récemment, vous avez l'affaire Adlenischer qui a fait beaucoup de bruit. Ah, c'est vrai ça. Adlenischer, c'était un scientifique de très haut niveau qui s'est fait arrêter. Encore, dans les médias, on a dit certaines choses. Préparer un attentat et préparer d'attaquer une base militaire. Bon, c'est des choses qu'on vous dit dans les médias. Il faut savoir que devant la cour, c'est pas quelque chose c'est pas de ça dont on l'accusait. On l'accusait d'avoir échangé des emails et des choses comme ça. Donc c'est quelqu'un il a eu un énorme soutien. Il a même eu des prix Nobel qui l'ont soutenu, des membres de l'ONU qui l'ont soutenu. Et après une campagne que moi j'estime réussie, il a été condamné à 6 ans de prison. 6 ans de prison, c'est ce qui a été annoncé dans les médias. Il faut savoir qu'il était dehors quelques semaines après le jugement. Pourquoi? Parce qu'une des pratiques courantes en France, c'est de passer 1, 2, 3 années en détention préventive. Ensuite, vous arrivez au jugement, on va vous donner une peine qui couvre juste cette détention préventive pour éviter de vous donner des dommages-intérêts. Et quel est l'objectif de cette tactique? D'après l'ancien chef des services spéciaux français, c'est clairement d'empêcher une certaine idéologie de se développer. Une idéologie qui n'est pas forcément une idéologie terroriste, mais une idéologie peut-être militante, à mon sens. Militante, ça veut dire simplement que pour empêcher les musulmans de s'organiser de façon indépendante? Ça veut dire que si vous avez certaines idées sur la politique étrangère française, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak, que ce soit en Palestine, même si la France n'est pas impliquée là-bas, vous êtes sous le radar et que vous êtes susceptible de passer à l'action peut-être. D'accord. Et donc, ce que je comprends, c'est une stratégie d'intimidation. Ouais, c'est en tout cas comme ça que Alain Chouet le présente dans une série. D'accord. Mais ça, c'est la situation française. On la connaît tous. Le hijab est interdit à à l'école. Les cantines, il faut pas imaginer un jour qu'on puisse manger halal. On force les enfants à manger de la viande. Ça, c'est juste pour l'école. Je veux dire, dans la rue, les sœurs se font agresser, harceler par la police. Je parle simplement de celles qui portent le hijab. Ne parlons même pas du niqab qui est interdit. Il y a une sœur qui s'est fait récemment arrêter. Donc ça, c'est vraiment la situation française qui est catastrophique. On insulte en permanence les musulmans. On nous a interdit récemment de manifester. Alors qu'on n'interdit pas l'extrême droite. Ça, on connaît la situation en France qui est catastrophique pour les musulmans. L'islamophobie, c'est vraiment la politique officielle de l'État, du gouvernement, même de la société. Bon, mais en Angleterre, c'est pas pareil quand même. À mon avis, c'est une idée reçue que beaucoup de gens ont en France, où justement le Royaume-Uni, c'est l'État islamique en Europe. Mais on est loin de ça. Les musulmans et l'islam sont stigmatisés, au moins autant qu'en France. Non, quand même pas. C'est pas moi, j'ai pas cette impression-là. Justement, c'est des impressions. Si vous prenez par exemple l'arsenal législatif que le Royaume-Uni a développé au lendemain du 11 septembre, je ne pense pas qu'on en est à ce point en France. Au jour le jour, peut-être que vous avez un peu moins d'oppression qu'en France. Mais je dirais que une des principales différences avec la France, c'est la réaction des musulmans. C'est-à-dire que une partie des musulmans, les musulmans ne sont pas forcément dans une réaction victimaire, ils sont plus et essayent plus justement de faire face aux questions, aux challenges qui se posent en face d'eux, et essayent d'y répondre par le prisme de l'islam. Donc à mon avis, c'est ça la principale
différence avec la France. Et à mon avis, si les musulmans doivent s'inspirer de quelque chose au Royaume-Uni, c'est cette réaction-là, justement. Mais donc, on peut s'organiser en tant que musulman en Grande-Bretagne, on n'est pas réprimé si on le fait. Est-ce qu'on est en France? Est-ce qu'on essaye de le faire en France? Je veux dire, on essaie, comme partout, on vous met des bâtons dans les roues. Bien sûr, vous allez avoir sans doute une mauvaise presse, mais c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas au jour le jour. Il y a des difficultés. Même nous, ça fait 10 ans presque qu'on fait ce travail, et aujourd'hui encore, il y a des difficultés. C'est un travail qui... Mais il y a donc, à part les prisonniers de la terreur, de la guerre contre la terreur, donc directement qui ont été arrêtés, capturés en Afghanistan ou en Irak, en Grande-Bretagne même, on n'est pas arrêté si on fait aucune action violente. Pour vous donner un exemple récent, il y a quelques mois, un libraire a été arrêté et condamné à 3 ans de prison pour avoir vendu des livres, par exemple le livre de Saïd Qutb, des livres d'Abdallah Razan. Tout ça, ce sont des livres qui font partie de l'héritage de l'islam. C'est quelqu'un qui a pris 3 ans de prison pour ça. Donc on est en France, j'ai pas connaissance d'une telle affaire. Donc c'est une idée reçue que beaucoup de gens ont en France. La différence, c'est que voilà, c'est la manière dont on réagit. Réagir, c'est bien, mais réagir en fonction des principes de l'islam, c'est une autre chose. Est-ce que c'est ce qu'il faut tenter de faire? Merci Arnaud. Est-ce que tu peux nous donner simplement une conclusion à tous ceux qui regardent cette vidéo que je fais donc de mon petit week-end à Londres. Donc voilà, on est à côté de la London Muslim Center qui est la mosquée la plus fréquentée, je vais dire, de Londres, en tout cas ce que j'en ai compris. Donc on est vraiment en quartier, ici un quartier musulman. Voilà, donc un bon quartier, sympathique. D'ici, qu'est-ce que tu peux dire aux musulmans de France et d'ailleurs? Quel est le message que tu voudrais leur transmettre, ainsi qu'aux non-musulmans, à tout le monde? Ce serait un message par rapport au travail justement de Cage Prisoners. C'est un travail qui ne doit pas se limiter à la Grande-Bretagne. Enfin, si je dois m'adresser aux musulmans, je dirais que les musulmans ont des obligations vis-à-vis des prisonniers. Le prophète Mohammed a dit c'est libérer les prisonniers. C'est-à-dire que c'est le consensus de tous les savants musulmans, de l'imam Malik à l'imam Ibn Taymiyyah, à travers toutes les écoles de pensée, que travailler à la libération des prisonniers musulmans est une obligation qui incombe à l'entièreté de la communauté musulmane. C'est d'autant plus vrai qu'en France, en Europe et dans le monde aujourd'hui, les musulmans sont incarcérés de manière injuste pour la plupart, et que justement remettre en question ces lois, remettre en question ces politiques, c'est non seulement œuvrer pour la communauté musulmane, mais c'est aussi œuvrer pour la société dans laquelle on vit. Donc c'est un bien, Inch'Allah, qui se répandra parmi toutes les strates de la société. Barakallahu fik. Inch'Allah, que ce projet se réalise. Amen.